L'enfant, écrit par Jules Vallès, lu par Équilivre, livre audio. Chapitre 24. Le retour. Suite. Je passe par le professeur de mathématiques avant d'arriver à lui. Je ne sais pas grand-chose de ce qu'on me demande, mais l'éloge qu'on vient de m'adresser publiquement engage le professeur à être indulgent. Qu'est-ce que le pendule compensateur? C'est un pendule qui compense. Bien, très bien. Se penchant à l'oreille du doyen. Il est intelligent. Se retournant vers moi. Et la machine pneumatique, quel est son usage? La machine pneumatique? Oh, je ne vous demande pas grand détail. C'est pour faire le vide, n'est-ce pas? Et si l'on met des oiseaux dedans, ils meurent. Bien, très bien. Il reprend. Vous avez en géométrie la section d'un cône. Oui, mais il me faut un chapeau pour faire une bonne démonstration, comme avec les plâtres du vieil italien. Et je la fais à la bonne franquette, prenant un chapeau qui me tombe sous la main, et d'où je retire un vieux mouchoir, je coupe mon cône. On rit dans la salle parce que la coiffe est très grasse et le mouchoir très sale. Les examinateurs me regardent avec un sourire de bonne humeur. Le professeur de mathématiques, qui décidément veut faire sa cour au doyen, il doit épouser sa fille, me parle à son tour. Monsieur, on voit que vous préférez Virgile à Pythagore, mais comme le disait si bien monsieur le doyen tout à l'heure, vous avez bu aux grandes sources séquanaises, et Pythagore même en a profité. Murmure flatteur. Encore un coup à Jandrel. C'est à lui que j'ai affaire maintenant. Il me fixe. Ses lunettes flamboient comme des pièces de 100 sous neuves. Il lui prend l'envie de se moucher. Il cherche son mouchoir. C'est lui que j'ai retiré tout à l'heure et remis dans sa coiffe si grasse. C'était le chapeau de Jandrel. Je suis perdu. Il m'en veut pour les allusions que le doyen a lancées contre lui sous mon couvert. Il m'en veut pour la coiffe et le mouchoir. Il ne me laisse pas le temps de me reconnaître. Monsieur, vous avez à nous parler des facultés de l'âme. D'une voix ferme. Combien y en a-t-il? Il a l'air d'un juge d'instruction qui veut faire avouer à un assassin ou d'un cavalier qui enfonce un carré avec le poitrail de son cheval. Je vous ai demandé, monsieur, combien il y a de facultés de l'âme. Moi, abasourdi. Il y en a 8. Stupeur dans l'auditoire. Agitation au banc des examinateurs. Il y a un revirement général, comme il s'en produit quelquefois dans les foules, et l'on entend 8, 8, 8, puis 8. J'attends l'opinion de Jandrel. Il me regarde bien en face. Vous dites qu'il y a 8 facultés de l'âme. Vous ne faites pas honneur à la source des hautes études à laquelle monsieur le doyen vous félicitait si généreusement de vous être abreuvé tout à l'heure. Dans le collège de Paris où vous étiez, il y en avait peut-être 8, monsieur. Nous n'en avons que 7 en province. Les examinateurs qui lui en veulent ne peuvent cependant accepter ma théorie des 8 publiquement, et je vais porter la peine d'avoir lancé à un examen une franchise qui avait besoin de volume et d'hommes célèbres pour la faire accepter. Le doyen rentre et dit sèchement « Monsieur Vintra est appelé à se présenter à une autre session. » La foule se retire en se demandant qui je suis, ce que je veux, et où l'on en arriverait si on jouait ainsi avec l'âme. Je renverse les bases sur lesquelles repose la conscience humaine. Je n'y tiens pas du tout, moi. C'est la faute à monsieur Chalma, qui m'a dit qu'il y en a 8. Je ne suis pas un instrument aux mains d'une secte ou d'une faction. J'ai dit ce qu'il m'a dit. Il n'y a donc que 7 facultés de l'âme. J'en perds une, je m'en fiche, mais je serai forcé de me représenter devant la faculté de Rennes. Et je ne m'en fiche pas. Je suis bien triste. Mon père me reçoit, les lèvres serrées, le front plissé, l'œil cave. C'est qu'il n'est pas seulement blessé dans ma personne. Il l'est dans son propre orgueil. Un élève qui lui en veut a retourné le poignard dans la plaie. Le soir du même jour où l'on apprit que j'étais refusé, on lisait sur notre porte « À la boule noire, auberge des retoqués,
agrégation et baccalauréat. On porte tout de même des participes en ville. On porte tout de même des participes en ville, c'est-à-dire qu'on donne des répétitions tout de même, et qu'on demande 25 francs par mois, tout comme si on avait été reçu d'emblée, comme si on avait passé des agrégations du premier coup, et comme si le fils de la maison avait jonglé avec des blanches. Jacques, il vaut mieux que tu ne te mettes pas à table avec nous. Ma pauvre mère ne vit plus. Elle assiste chaque jour à des scènes pénibles. Mon père me reproche le pain que je mange. On m'apporte des provisions dans ma chambre, comme à un homme qui se cache. Oh, je ne veux plus de cette vie. Je veux repartir pour Paris. Dans ces habits, dit ma mère en regardant Méharde, je serai donc toujours écrasée par mon costume. Ah, je partirai tout de même. Mon père a eu vent de ce propos. S'il part, dis-lui que je le ferai arrêter par les gendarmes. Le gnagna m'avait déjà menacé d'eux. Vous voulez faire de moi un gibier de prison, mon père? Il a donc le droit de me faire prendre, il a le droit de me traiter comme un voleur, il est maître de moi comme d'un chien. Jusqu'à ta majorité, mon garçon. Il dit cela avec emportement, en tapant sur un livre qui s'appelle le Code. Je le retrouve le soir dans un coin, ce vieux livre. Je le lis en cachette, à la lueur du réverbère qui éclaire ma chambre. Peut-être enfermé sur ordre de ses parents, etc. Me faire arrêter? Pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'ils disent que je ne gagne pas la pâtée que je mange, parce que je ne veux pas qu'ils s'amusent à me frapper, moi qui pourrais le casser en deux, parce que je veux avoir un état et que ça l'humilie de penser que lui, qui a tant lutté pour avoir une toge roussie, il aura un fils qui aura une cotte, un bourgeron. Il me fera mettre les menottes peut-être, et ordonnera aux gendarmes de serrer dur si je résiste. Et cela parce que je ne veux pas être professeur comme lui. Je comprends, c'est que j'insulte toute sa vie en déclarant que je veux retourner au métier comme nos grands-parents. Dire que je désire entrer en atelier, c'est dire qu'il a eu tort de lâcher la charrue et l'écurie. Il me ferait donc conduire de brigade en brigade. Si ce n'est pas ce soir, ce sera demain, ou dans un mois. Jusqu'à 21 ans, il le peut. On a pensé à moi pour une leçon. Mes succès de collège m'ont fait une réputation, et puis quelques personnes, devinant peut-être le drame muet qui se joue chez nous, veulent me montrer de l'amitié. L'une de ces personnes s'adresse à ma mère. C'est une dame qui veut que j'apprenne un peu de latin à son fils. Ma mère a répondu: Madame, je serais bien contente s'il pouvait gagner un peu d'argent, parce qu'il se disputerait moins avec son père. Ils sont bons tous les deux, dit-elle, mais ils se chamaillent toujours. Il faudrait, par exemple, que vous parliez à monsieur Vintra pour qu'il achète une culotte à Jacques. Si vous ne voulez pas, esquissant un sourire, qu'il aille chez vous tout nu, sauf votre respect. Je vous dis ça comme une paysanne. C'est que je suis partie de bas. J'ai gardé les vaches, voyez-vous. J'entends cela de la chambre où je suis. Pauvre mère. La personne qui venait chercher la leçon s'en va, ayant peur de recevoir une carafe à la tête, quelques bouteilles égarées de son chemin, si mon père rentrait et que nous nous pressions aux cheveux. Puis elle ne se sent pas le courage de parlementer pour ma culotte. En un mot, on a gardé des animaux dans notre famille et elle vient chercher un professeur et non pas un berger. Ma mère attend une réponse, on doit lui écrire. Je lui ai pourtant dit ce qu'il fallait dire, fait-elle en croisant les bras. Oh, c'est riche, c'est riche. Ah, cette paysanne. Ma réputation de fort anthème me fait retrouver pourtant une leçon. Mais mon père, afin de m'humilier, ne me laisse pas même prendre dans sa garde-robe une culotte neuve. Mes habits ne tiennent pas. Je suis forcée de m'asseoir de côté. Je tremblais si fort un jour où l'on me dit: Donnez donc votre leçon dans le jardin, monsieur Vintra, et ôtez votre paletot, il fait si chaud, vous suez à grosses gouttes. Oh non, au contraire, merci. Je ruisselle. Il a l'air timide, un peu inquiet, votre fils, dit-on à ma mère, qu'on n'attendait pas, mais qui est venue un jour pour demander si l'on était content de moi et pour parler en ma faveur. Ne vous y fiez pas.
Et si vous avez des demoiselles qui ont de beaux yeux, ne les laissez pas trop courir quand il est là. Il y a déjà eu des histoires. Il est parisien pour ça. Allez. Et avant même d'aller à Paris, elle fait des cornes sur son front avec les doigts. Oui, oui, comme je vous dis. On me chasse le lendemain. Mais j'étais engagée pour un mois et l'on me paye le mois entier. 50 francs. Avec cet argent-là, je vais me commander des habits. Ma mère intervient. Je te les ferai moi-même, nous achèterons du drap. Oh non, par exemple, non. Mon fils ne m'aime plus, compte-t-elle, le soir à une voisine qui a sa confiance. S'il me laissait choisir le drap encore. J'achète un costume tout fait. Ma mère me suit en cachette et pendant que je traite, elle demande à parler en particulier au patron de l'établissement et lui explique mon histoire. Donnez-lui du solide, murmure-t-elle, les larmes aux yeux. Je vois un peu plus de monde maintenant que je suis propre. Ma mère me prie de l'accompagner chez des gens qu'elle connaît. Elle en est si contente et si fière. Mais au milieu d'une conversation, elle dit tout à coup « Comme ça fronce, et comme on voit qu'il n'y a qu'une demi-doublure. Si tu te tenais comme ça, au moins, ça cacherait. » Et elle me tire mon gilet pour le faire aller. Elle tripote ma cravate. Claquant la langue tristement, elle ajoute « Tu peux te vanter d'avoir choisi du salissant. » Et il n'a seulement pas demandé les morceaux. Mon père sent que je suis ulcérée, et un jour où il me voyait pâlir, il eut peur de mon désespoir. « Ton fils a voulu s'empoisonner, dit-il à ma mère. Il en est à croire cela. » La pauvre femme reste muette, glacée. Il est d'ailleurs las lui-même de la vie que nous menons sous le même toit. La maison a l'air d'une maison maudite. Dis-lui de m'écrire ce qu'il compte faire. C'est le dernier mot qu'il adresse à ma mère après cette souleur du suicide. C'est affreux de prendre cette grande feuille de papier vide pour écrire à son père. Il faut mettre vous. Je dis vous pour la première fois. Je ne vois pas bien avec la chandelle. Mère, donne-moi donc une bougie. Ça n'éclaire pas mieux, va. C'est un peu plus propre, mais ça éclaire moins bien. Et c'est beaucoup plus cher, vois-tu? J'écris à mon père, je rature et je rature. Tout en écrivant, il m'est venu de la sensibilité. J'ai peur de paraître faible. Je recommence. C'est difficile et douloureux. À ma foi non, et je déchire encore. Je vais mettre 2 lignes seulement. Pas 2 lignes, 4 mots. Ça m'évitera ce vous. Et ce que je veux dire y sera tout de même. J'écris simplement ceci. Je veux être ouvrier. Ton père est furieux, me glisse à l'oreille ma mère, qui vient de remettre le bout de papier. Il me rencontre dans un corridor. Tu te fous de moi, dit. Il lève la main, et j'ai cru qu'il allait m'écraser. L'abîme est creusé. Il va arriver un malheur.